tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du T'as vu, le magazine présenté par les Masters 2 de journalisme. Au programme aujourd'hui, les cadeaux de Noël décevants de plus en plus revendus. On découvrira ceux qui distribuent les serviettes hygiéniques aux étudiantes. On découvrira aussi le tennis fauteuil, le Rode Studio Mobile et en fin d'émission, une invitée, ce sera Marie du B2E. De nombreux sont déçus à Noël et beaucoup de cadeaux prennent la poussière dans nos placards. Mais les choses changent en 2019. Les Français sont prêts à les revendre. Caroline Delattre a mené l'enquête. Soit sur Internet ou dans une boutique d'occasion, nombreuses sont les alternatives pour se débarrasser de ces cadeaux. Beaucoup de jeux vidéo, de coffrets DVD. C'est ce qui se fait le plus en cadeau facile, entre guillemets. Ensuite, c'est les consoles de jeux, les téléphones portables, beaucoup de PC portables également. Ça, c'est les gens qui ont eu un nouveau produit et qui vendent leur ancien. Le moment qui suit les fêtes est donc une période importante pour ce genre de commerce. Et malgré la concurrence d'Internet, certains privilégient le contact humain à celui des écrans d'ordinateur. Nous, la différence, c'est qu'on discute directement face aux gens. La discussion se fait en direct, le rachat également, la vente également. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une garantie directement en magasin, on a un service SAV qui s'en occupe. Et il y a peut-être moins de difficultés pour les gens à passer par un magasin physique que par Internet. Voilà. Alors que les boutiques du centre-ville de Lille ont du mal à faire décoller les ventes en cette période de solde, les boutiques d'occasion, quant à elles, ne semblent pas être une aubaine aux yeux de tous. Donc je regarde un petit peu à l'occasion, mais je n'attends pas du tout la fin des soldes, la fin des fêtes pour faire mes achats. Je ne constate pas particulièrement de baisse de prix particulière ou d'items particuliers après les fêtes. Donc je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est pas la sensation que j'ai, c'est pas pour ça que je viens en tout cas. D'après le responsable de la boutique d'occasion, cette période représente donc un gros pourcentage du chiffre d'affaires annuel et ceux qui viennent vendre leurs cadeaux de Noël seraient également des acheteurs. Il y a des gens qui n'osent pas le revendre par respect. Après, il y a un besoin d'argent pour certaines personnes. Mais la plupart du temps, les gens en profitent pour revendre leurs produits et reprendre un autre derrière. Donc c'est un échange de cadeaux. C'est pas du tout de la vente pour gagner de l'argent derrière. C'est souvent un échange simple. De plus en plus de Français donc n'hésitent pas à se tourner vers des structures de revente d'occasion pour ne plus encombrer leur chez eux. Mais entre acheter d'occasion sur Internet et en boutique ou acheter neuf pendant les soldes, la définition de bonne affaire est propre à chacun. Caroline Delattre nous a rejoint pour nous parler de ce sujet. Bonjour Caroline. Bonjour Armand. Alors dites-moi un peu, quelle est la différence entre se rendre en magasin et aller plutôt acheter en ligne? Alors la différence, la principale, c'est vraiment le contact humain. Sur Internet, c'est compliqué. Des fois, on ne tombe pas forcément sur des acheteurs très conscients de ce qu'ils font. Des fois, ça peut être des contrefaçons, des produits volés. La boutique, ça permet d'avoir une garantie. Certaines boutiques proposent même des garanties sur les produits après la vente. Et c'est un petit peu plus rassurant que sur des plateformes de sites d'occasion. Et alors, c'est la question évidemment du moment. Quel est l'impact des Gilets jaunes sur ce commerce? C'est compliqué. Ils ont eu une fin d'année vraiment difficile. Ils attendaient cette période qui pour eux est très importante. Autant que les autres commerces qui vendent des produits neufs, malheureusement, ce début d'année est très compliqué et les ventes ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que tu as revendu tes cadeaux, toi? Non, tous mes cadeaux m'ont satisfait, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes qui vendaient leurs cadeaux de Noël. J'avais notamment l'une des employées qui m'expliquait qu'il y avait un enfant, de par une famille recomposée, avait eu 3 PS4 à Noël. Donc c'est sûr que 3 PS4 pour un seul et même enfant, c'est un peu compliqué. Donc il en a revendu 2 pour acheter des jouets derrière. Il faut 3 télés en plus, j'ai l'impression. Aussi. Merci beaucoup Caroline Delattre. À Lille, on parle beaucoup depuis le début de l'année des collectes de protection hygiénique pour les femmes en situation de précarité. Sandrine Rousseau se penche, elle, sur le cas des étudiantes. Un reportage de Pauline Raguet et Charlotte Huguer. Avec le tabou des règles, c'est l'objectif de l'Université de Lille en ce début d'année. Du 14 au 17 janvier, les étudiantes des facultés de la métropole ont bénéficié d'un kit gratuit de protection hygiénique. Et à en croire les organisateurs, cela devrait soulager leur fin de mois. Ils ont eu à cœur de lutter contre la précarité menstruelle pour permettre à chaque jeune étudiante de pouvoir avoir accès à des protections hygiéniques chaque mois parce qu'ils se sont rendus compte aussi que c'était pesant quand même parce qu'au bout de l'année, je pense que c'est un petit budget.
Un budget qui s'élève jusqu'à 600 € par an selon les sites spécialisés, car oui, outre l'achat des tampons et autres serviettes hygiéniques, il faut encore inclure le prix des médicaments, l'achat fréquent de nouveaux sous-vêtements, voire même de compléments alimentaires pour pallier les carences en fer. C'est pourquoi le service de parité hommes-femmes de l'Université de Lille a décidé de se mobiliser. Alors on a acheté 30 000 paquets de serviettes et tampons et on a acheté aussi des cups qui permettent de préserver la planète davantage. Et donc il y a des distributions entre 11h et 14h dans les halls d'entrée des universités, donc, enfin des campus, donc au vu et au su de tout le monde. Ça c'était quand même aussi un choix politique de dire il n'y a pas de honte à avoir des règles. Et donc assumons aussi complètement cette politique et déconstruisons tous les a priori et les stéréotypes qu'il y a autour de ça. Il faut dire que dès leurs premières règles, les femmes embarquent souvent pour un long voyage fait de honte et d'incompréhension. J'aimerais le revendiquer, mais j'avoue qu'heureusement que mes copines étaient là. Voilà, c'est sympa, c'est plus facile de le faire en groupe, je trouve. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise ou pas autant que j'aimerais l'être. Non, c'est pas tabou, c'est humain, c'est naturel. Après, faut pas qu'elle parle trop de ça, sinon je prends un sachet et je vomis. Mais c'était tabou dans ma famille, très tôt. Expliquer ce que c'était, voilà, que c'était ni sale ni secret. Je viens pour encourager, mais en même temps c'est vrai que je me suis dit il faudrait que je les range quand même. C'est quand même une bonne initiative justement à pousser les gens à ne pas avoir honte. Au vu du succès de cette première opération, l'Université de Lille entend bien renouveler les distributions d'ici la fin de l'année. Pauline Raguet nous a rejoint pour nous parler de ce sujet. Bonjour Pauline. Bonjour Armand. Alors dans le reportage, on voit un peu le domaine politique et économique, mais qu'en est-il du domaine écologique de cette initiative ? Alors oui, il y a un vrai aspect écologique là-dedans. Il faut savoir que fini les suremballages, des sachets plastiques, les applicateurs qu'on voit beaucoup trop souvent dans tout ce qui sert pour les règles des jeunes femmes, la cup doit se démocratiser. C'est du moins le message qu'a voulu nous faire passer Sandrine Rousseau, qui est une ancienne porte-parole du mouvement Europe Écologie Les Verts, que nous avons rencontré cette semaine. Donc c'est son message, il faut démocratiser la cup. Et à quand les serviettes hygiéniques pour hommes ? Alors, les serviettes hygiéniques pour hommes, pas tout de suite, mais sachez que des hommes ne sont pas en reste dans les universités, puisqu'il y a des distributions gratuites de préservatifs qui se tiennent assez souvent dans l'année, par le même groupe d'étudiantes d'ailleurs que nous avons rencontré cette semaine, qui organise ça pour sensibiliser les hommes à cette question. Donc, plus de raison de ne pas se protéger. C'est clair. Merci beaucoup, Pauline Raguet. Je vous remercie. On va passer avec un peu de sport. 10% de la population française est touchée par un handicap, mais ça ne les empêche pas de pratiquer un sport. À la Ligue des Hauts-de-France, un stage de tennis fauteuil était organisé pour la première fois ce week-end. Charlie Créter et Valentin Delpol nous y emmènent. Depuis les années 80, les sports en fauteuil se développent. C'est le cas pour le tennis qui compte près de 300 joueurs en France. Le tennis fauteuil est en pleine évolution depuis qu'il est passé sous l'aile de la Fédération française de tennis en 2017. Donc le tennis c'est assez simple parce qu'on peut jouer soit avec des personnes en fauteuil, soit avec des valides. Donc il suffit d'être deux pour jouer, ce qui est beaucoup plus simple qu'un sport collectif où il y a des contraintes d'effectifs qui est beaucoup plus important. En France, moi je travaille beaucoup dans mon département, donc où on essaye de promouvoir le tennis et ça marche relativement bien dans la mesure où on est 13. On est 13 joueurs à Berck, ce qui peut paraître peu, mais qui est énorme dans le tennis en fauteuil. Dès qu'on peut avoir un peu d'exposition médiatique, les gens se disent bah, tiens, si lui fait du tennis en fauteuil, il a le même handicap que moi, pourquoi pas moi? Et donc comme ça, on arrive à avancer petit à petit. En l'espace d'un an, le nombre de clubs et le nombre d'enseignants se mobilisant pour le tennis fauteuil a doublé. De plus en plus de clubs sont concernés aujourd'hui afin de sensibiliser au tennis fauteuil. Ah bah c'est très impressionnant de voir qu'il y a autant de joueurs et de joueuses, parce qu'il y a beaucoup de filles, en plus il y a des jeunes. Là c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre, et de tous les niveaux. On n'avait pas de jeunes avant, quasiment pas. Et là il y a des jeunes qui apparaissent un peu partout, on est dans toutes les ligues là, donc ça bouge beaucoup. Pour dire aujourd'hui combien il y a de clubs en course, je ne sais pas du tout, parce que chaque jour on découvre de nouveaux. Là l'idée c'est d'apporter des éléments de travail aux entraîneurs qui s'en occupent déjà, et donc de faire évoluer leur travail dans des directions qu'on a définies, qu'on leur a présentées tout à l'heure sur certains thèmes. Bien qu'en plein essor en France, l'Angleterre et les Pays-Bas restent les pays les plus développés en tennis fauteuil. Ils disposent de plus d'aide et d'un meilleur budget. Cela leur permet de former plus tôt des jeunes joueurs. À l'heure actuelle, ce qui manque peut-être le plus en France comme dans la région, c'est peut-être faire venir des enfants au tennis en fauteuil. Par mes connaissances, je pense.
Donc c'est peut-être le gros objectif à mettre en place. On est un pays de tennis, donc on a quand même un vivier. Mais à l'heure actuelle, on a pris du retard par rapport à la relève. Et c'est vrai que nos juniors sont à l'heure actuelle très loin des tout meilleurs mondiaux. Dans les Hauts-de-France, on compte une cinquantaine de joueurs de tennis fauteuil. C'est la région où il y a le plus de licenciés. Valentin Delepaule nous a rejoint pour nous parler de tennis fauteuil. Bonjour Valentin. Bonjour Armand. Alors dites-nous un peu comment évolue ces dernières années le tennis fauteuil. Alors il faut savoir qu'en France, c'est en pleine évolution. Avant, il y avait une plateforme de 150 joueurs avec même pas 50 joueurs qui jouent régulièrement au tennis fauteuil. Mais depuis plus d'un an, il faut savoir que le tennis fauteuil est pris en charge par la FFT, donc la Fédération Française de Tennis. Et l'évolution se fait à vitesse grand V. Les clubs se mobilisent un peu partout, même les entraîneurs. Auparavant, cela concernait même pas 40 clubs en France. Et donc aujourd'hui, ce chiffre est en train de doubler. Donc ça évolue vraiment à une vitesse grand V. Expliquez-nous un peu comment se déroule du coup une compétition de tennis fauteuil. Ça se passe comment? Alors en fait, les compétitions se déroulent en 2 sets gagnants. Et les non-valides ont droit à 2 rebonds. Ça, c'est la règle. Cela dit, il est possible en compétition de jouer avec des joueurs valides. Par exemple, si vous faites du tennis et vous vous inscrivez dans un tournoi, il est probable aujourd'hui que vous pouvez affronter un joueur non valide. Et dans ce cas-là, même règle, 2 sets gagnants, 2 rebonds. Et donc voilà. 2 rebonds, même pendant tout le match, quand tu joues contre quelqu'un qui est non valide. C'est exactement. Tournoi, genre le tournoi du coin, c'est possible de se retrouver. C'est possible de se retrouver face à un joueur non valide, face à un joueur en tennis fauteuil, et il a droit à 2 rebonds. Et toi également. Aussi, du coup. Et donc, non, l'adversaire, c'est les règles sont les mêmes pour le joueur valide. Et donc, il est possible, donc le meilleur joueur de tennis fauteuil, il faut savoir qu'il a un niveau équivalent à 15-3, et que la France fait partie des meilleurs, les meilleurs joueurs de tennis fauteuil, puisqu'on a un joueur comme Stéphane Houdet, qui a gagné plusieurs grands chelems et qui a même été numéro 1 mondial. Et il y a une coupe du monde de tennis fauteuil bientôt, c'est ça? Alors exactement, du 13 au 19 mai 2019, l'Israël va accueillir pour la première fois la Coupe du monde de tennis en fauteuil. C'est l'un des objectifs d'ailleurs de l'entraîneur que nous avons interviewé de la remporter, mais c'est loin d'être gagné, nous a-t-il confié. Et même en 2020, il y aura les JO paralympiques de Tokyo. 4 Français peuvent se qualifier s'ils s'ils font partie des 40 mondiaux. Et les qualifs commencent dès le mois de mai de cette année et ça va durer un an, donc ce sera jusque mai-juin 2020. Et l'entraîneur pense également, il nous a confié qu'il pense également aux JO 2024 qui auront lieu à Paris, avec notamment les jeunes. Et quel avenir, justement, puisqu'on parle de 2024 pour le tennis fauteuil? Alors, il faut compter 7 ans pour former un joueur de tennis en fauteuil. Il faut savoir qu'en Angleterre ou les Pays-Bas, il y a des stages dès 8-12 ans, donc c'est très tôt et une quarantaine de gamins sont présents. Or, en France, c'est ce que nous disait Nicolas Van Lerberg, qui est responsable du paratennis à la Ligue des Hauts-de-France, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes, justement, et donc cela s'explique par le manque de budget ou d'aide par rapport à l'Angleterre ou les Pays-Bas. Et en France, il faut donc plus de développement, faire connaître le tennis fauteuil, et tout cela a un moyen et surtout un coût, puisqu'il faut savoir que ça coûte très très cher un fauteuil adapté, et tous les ans d'ailleurs les joueurs doivent racheter un nouveau fauteuil. Eh ben merci Valentin Delepaule, on n'en sait plus sur le tennis fauteuil désormais. On va passer avec un peu de musique. Le milieu justement de la réalisation musicale est difficile. C'est pour cela que Benjamin a créé le Rhodes Studio Mobile sur les routes de France et de Navarre. Quels en sont les tenants et aboutissants? Un reportage de Victoire de Molenard et Clara Lefebvre-Manon. Ambiance tamisée, acoustique maîtrisée, bienvenue au Rhodes Studio Mobile. Alors le Rhodes Studio, c'est un studio d'enregistrement mobile, donc aménagé dans un camion, qui est traité acoustiquement, qui est insonorisé. Et en fait, ça permet d'aller enregistrer des albums, des live sessions, des concerts dans des lieux un peu atypiques. Comment se démarque-t-il des studios dits classiques? Alors l'idée m'est venue quand j'ai voulu commencer à travailler en studio en fait. Je voyais que c'était un peu compliqué de rentrer dans ce milieu, qui est un milieu un peu particulier, faut se faire du réseau, faut se faire de l'expérience, et du coup au début c'est un peu compliqué. Assez vite je me suis rendu compte que ça pouvait me permettre plein de choses qui étaient intéressantes, aussi bien de pouvoir aller enregistrer dans des lieux différents, de pouvoir bouger, de pouvoir aller vers les artistes, et du coup que ça me
ça me démarquait vachement d'un studio classique et ça ouvrait artistiquement, créativement, quelque chose de créatif qui est vachement plus développé, quoi. On va dire que je me démarque d'un studio classique par la mobilité. Après, c'est pas ça qui fait tout, c'est-à-dire qu'au final, on se démarque par le son qu'on arrive à créer, donc le son qui est sur les albums. Mais du coup, c'est vraiment une manière de créer qui est différente. Comment arrive-t-il à se faire connaître dans le milieu artistique? Ça marche beaucoup par le réseau. Pour se faire du réseau, ça va être du bouche à oreille, ça va être présent sur des événements, sur des concerts. Enfin, en fait, c'est quand même assez long. C'est un peu compliqué d'avoir ses premiers projets. Il faut faire des projets, en fait, il faut faire des choses. Et en fait, donc j'ai pas mal de projets comme ça où c'est moi qui les initie. Et c'est ce qui permet aussi de créer du réseau, de fédérer des gens autour de soi. Des expériences, il en a eu, surtout des insolites. Une piscine vide, ça c'était assez sympa. Donc on avait fait un album, c'était un peu post-rock. On utilisait la résonance de la piscine vide pour avoir un son un peu particulier pour notre album. Un studio qui roule, une idée insolite qui séduit les talents des Hauts-de-France et de la capitale. Victoire de Belenard nous a rejoint pour nous parler du ROD Studio Mobile. Comment ça va, Victoire? Très bien, et toi, Armand? Bon, nickel. Alors, comment ça se passe une séance dans le ROD Studio Mobile? Alors, c'est un concept assez simple, mais original. C'est-à-dire que des artistes démarchent Benjamin, tout simplement. Il faut avoir déjà une idée assez précise de ce qu'on veut, et c'est surtout des projets originaux dans des lieux insolites. Ils donnent rendez-vous à Benjamin, les artistes donnent rendez-vous à Benjamin sur un lieu. Alors ça peut être, il nous a dit, une aire d'autoroute avec juste un piano, voilà, la piscine vide comme il nous a dit. Incroyable. Ouais, vraiment c'est très original. Benjamin arrive avec son camion et en fait il branche voilà, toutes ces tables de mixage, etc. directement aux instruments de musique et c'est comme ça que se fait la connexion, en tout cas musicale, avec les artistes. Un peu inspiré de C'est pas sorcier peut-être? Peut-être, il y a peut-être un petit esprit, ouais. Chauffe Marcel. Est-ce que c'est rentable comme affaire, le ROD Studio Mobile? Maintenant, oui, il arrive à en vivre pleinement, il fait plus que ça de sa vie, il est auto-entrepreneur, donc c'est déjà un statut un peu particulier, pas forcément simple aussi dans ce milieu. Il arrive à en vivre désormais, c'est pas forcément moins cher qu'un studio classique qu'on peut démarcher dans le milieu musical, c'est même parfois plus cher. Certes, il n'a pas les coûts de loyer d'un studio, etc. Mais du coup, il a des frais de déplacement forcément assez onéreux. Voilà, s'il part dans le sud de la France et tout, il y a au moins l'aller-retour, plus l'essence, etc., les péages. Donc c'est rentable, mais ça coûte cher. Merci Victoire de Belenard. On en sait plus sur ce ROD Studio Mobile en tout cas. Vous l'aurez vu, Marie nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour. Donc tu fais partie du BDE. C'est ça. On a tous envie de savoir, là, le BDE reprend un peu ses affaires. Ça. À quoi on peut s'attendre, par exemple, la semaine prochaine, par exemple? Alors la semaine prochaine, donc mercredi, on vous invite à venir à notre afterwork donc de rentrée, donc qui est à la garderie, donc à partir le soir après les cours. Donc à l'occasion, on vendra donc des places pour notre gala. Donc, qui aura lieu donc, plus tard dans le mois de janvier. Donc, si vous voulez venir, on vous attend à la garderie mercredi soir. Ok, et du coup, tu en as parlé un petit peu. Voilà, ça va bientôt être le gala que tout le monde attend, le gala de la FLSH. La Majestueuse, donc ça sera en Aula Maxima, c'est la 3e édition. Donc c'est un gala donc, caritatif dont tout l'argent récolté sera redonné à une association donc, pour les enfants qui ont des problèmes qui ont du mal à être scolarisés au Népal. Donc l'entrée, elle est à 10 €. Et donc c'est un gala donc, qui est de 18 h à minuit. Donc c'est en début de soirée. Donc on fera des ventes, on est tous les jours au BDE, donc au 3e étage de midi à 13 h. Et sinon on est à la Faluche pour vendre des places le mardi et le jeudi de 17 h à 20 h. Et à quoi on peut s'attendre sur le deuxième semestre, un peu plus loin? Sur le deuxième semestre, donc pour l'instant, on ne sait pas trop, on a mis des projets en place, mais on ne sait pas encore s'ils vont aboutir. Donc on a notamment un voyage qui va arriver, donc on vous en dira plus. Donc normalement, voilà, c'est secret. Mais en tout cas, le projet, c'est le voyage comme l'année dernière, avant les vacances de Pâques, enfin pendant les vacances de Pâques. Eh ben, merci beaucoup Marie de nous avoir éclairé un peu sur ce à quoi on peut s'attendre. Clara Lefebvre-Manon nous a rejoint, la spécialiste culture. On passe à l'agenda culturel. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, demain, on a le festival Globetrotters qui commence. Ce sera à la gare Saint-Sauveur de 14 à 19 h. C'est organisé par l'association Aventure au bout du monde. L'événement vise à réunir les amateurs de voyage, leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur leur prochain voyage à venir ou ceux qu'ils ont déjà fait.
Et des documentaires seront également diffusés, ils seront 4 me semble-t-il, diffusés du coup sur toute la journée. Et ils dévoilent des images époustouflantes du bout du monde. Un peu de sport peut-être, pour continuer. Tout à fait. Donc demain à 10h, Truc de Nana débarque à Lille pour un événement sportif, urbain et convivial. C'est un Urban Trail. Donc au départ de la boutique d'Amar dans le centre-ville, 20 femmes partiront pour un Urban Trail avec la coach Anouk Garnier, championne de la Spartan Race. Donc un événement 100% sport et 100% féminin, auquel il faut par contre s'acquitter d'un tarif pour pouvoir faire cette course de 15 €. Et c'est donc une réservation obligatoire. Et pour finir, un bon plan sortie pour samedi soir. Exactement, pour se détendre après par exemple l'Urban Trail, il y a Vladimir Cauchemar qui sera au magazine. Le DJ qui surfe entre break, hip-hop et house médiéval semble vouloir remettre au goût du jour la flûte, avec notamment son morceau Holos, je ne sais pas si tu connais. Je connais pas. D'autres DJ seront également présents comme Adresse Imen ou Tommy Pew. Les tarifs sont de 10 € en early bird, 12 € en normal et 15 € en last chance au dernier moment sur place. Et Hitch est encore partenaire et donc 5 € donnés à la première course. Ok, voilà. Et tu joues de la flûte toi, non? Jadis au collège. On remercie les profs de musique, mais on les embrasse s'ils nous regardent. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du T'as vu. En attendant, excellente semaine à tous.